Hervé Durand. Je suis agriculteur et à l'occasion, je suis président de la Fondation Saint-Pierre. La Fondation Saint-Pierre, c'est une vieille histoire, mais qui est tournée vers l'enfant. L'enfant, tout pour l'enfant et pour tous les enfants. Donc, nous soignons des enfants ici sur l'Institut Saint-Pierre et la Fondation, elle, plus largement, porte les soucis des enfants. La générosité prend plein de formes. Elle va du don au bénévolat pur et à la personne qui intervient dans l'Institut Saint-Pierre et qui accompagne les enfants en leur passant des films ou en leur prêtant des livres. Les enfants, tous les enfants et pour tous les enfants, ça peut être une belle devise. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur Durand, pour cette présentation et pour ce film qui nous permet d'en savoir un peu plus déjà sur la Fondation Saint-Pierre. Je suis personnellement très heureuse de vous accueillir ce soir sur ce format en ligne qui est un peu exceptionnel, mais que nous allons nous approprier au maximum, j'en suis certaine. Donc, vous le savez, nous sommes réunis ensemble ce soir pour la seconde édition du Grand Prix de l'innovation pour la santé de l'enfant, qui est à l'initiative de la Fondation Saint-Pierre. Cette seconde édition, c'est 83 dossiers qui ont participé, dont 15 sont en finale. Et nous saurons bientôt, très bientôt même, qui sont les 3 gagnants de cette édition 2020. Nos gagnants 2020, ils pourront développer leur projet grâce à la Fondation Saint-Pierre et à son partenaire, la Caisse d'épargne. Alors, je vous invite vraiment à rester avec nous et à rester avec nous jusqu'au bout pour connaître ensemble les résultats. Ce Grand Prix d'innovation pour la santé de l'enfant, c'est précisément 3 prix que je vous rappelle tout de suite. Nous avons le prix Talent qui récompensera une innovation qui est déjà introduite sur le marché ou alors en phase de déploiement. Nous avons ensuite le prix Espoir qui célébrera un projet qui est au stade de développement. On parle de maquettes, de prototypes qui sont porteurs d'innovation, non encore introduits sur le marché ni mis en œuvre. Et enfin, le prix Idée, lui, félicitera un projet au stade de concept qui nécessitera le développement de maquettes et prototypes. Alors c'est vrai, ce soir, au moment où je vous parle, nous sommes tous connectés derrière notre écran, mais je vous invite vraiment, on va essayer d'oublier la distance pour nous émerveiller et pour nous passionner ensemble. Et vous verrez qu'au fil de cette soirée, au fil de cette cérémonie, on va vous solliciter, on va vous faire voter, on va vous faire dessiner, on va vous faire bouger, parce que c'est important, vous aussi, vous êtes les acteurs de cette cérémonie. Alors c'est parti, osons. Oser, ça sera le maître mot de cette cérémonie. Osons oublier nos écrans et osons tous le meilleur de nous-mêmes pour les enfants. Ce soir, on va vous partager quelques mantras. Les mantras, c'est ces petites phrases positives. Ces mantras, ils seront sur l'audace. Et d'ailleurs, je vous invite à votre tour à partager vos propres mantras avec le hashtag qui va s'afficher à l'écran, le hashtag mantra audace Fondation Saint-Pierre. Donc, n'hésitez pas à les partager largement sur les réseaux sociaux ou dans le chat si vous le souhaitez. On va découvrir un nouveau film dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose un premier moment collectif. Alors, pour reprendre les indications d'Élodie, je vais vous demander déjà de vous mettre en mode galerie. Donc, pour rappel, c'est en haut à droite. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de voir l'ensemble des personnes connectées ce soir et de partager davantage un moment collectif tous ensemble. Je vais vous demander quelque chose de particulier. Je vais vous demander d'éteindre votre caméra. Donc, c'est en bas à gauche, pour rappel. Je vais vous demander aussi d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Donc, on éteint les micros, on éteint également les caméras. Allez, tout le monde joue le jeu, je compte sur vous. Tout le monde éteint sa caméra. C'est en bas à gauche pour mes mots. Il me reste quelques personnes, on y est presque. Je vous rappelle que je vous demande d'éteindre vos caméras. Dans quelques instants, je vais vous poser plusieurs questions. Voici ce que je vais vous demander. À chaque question, si la réponse pour vous est oui, vous allez pouvoir rallumer votre caméra. Bien entendu, si la réponse à la question est non, vous pouvez la laisser éteindre. C'est parti, vous êtes prêts? Voici ma première question. Avez-vous été candidat au Grand Prix de l'innovation? Si la réponse est oui, je vous invite à rallumer votre caméra. Je vois nos lauréats et ça me fait très plaisir. La deuxième question est la suivante. Est-ce que vous avez déjà fait un saut en parachute? Si la réponse est oui, je vous invite à rallumer votre caméra.
Troisième question, avez-vous déjà déclaré votre amour de façon originale ou chevaleresque? Si la réponse est oui, je vous invite à activer votre caméra. Ah, j'en vois quelques-uns, ça m'intéressera. Question numéro 4. Est-ce que vous avez déjà osé vous baigner dans la mer en plein hiver? En ce moment, par exemple. Si la réponse est oui, je vous invite à activer votre caméra. Est-ce que vous avez déjà osé changer de métier, mais alors totalement? Une nouvelle fois, si la réponse est oui, je vous invite à activer votre caméra. Totalement. Avez-vous déjà pris un billet d'avion sans prendre le retour? Si la réponse est oui, vous pouvez activer votre caméra. Êtes-vous déjà parti ailleurs, continuer ou inventer une nouvelle vie? Toujours même logique, si la réponse est oui, vous pouvez activer votre caméra. Et enfin, et là j'attends un oui global et large, êtes-vous présent ici et avec moi maintenant? Et donc là, je vais vous demander logiquement de rallumer tous et toutes vos caméras pour qu'on se retrouve à nouveau ensemble. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je vous propose de découvrir les axes de développement de la Fondation. Pour en savoir toujours un peu plus sur la Fondation Saint-Pierre, en images, on regarde. Les 4 axes de la Fondation sont recherche et innovation, sont la prévention, sont l'éducation et sont l'aide aux aidants. Cette réalisation que nous avons mis en place ici à l'Institut Saint-Pierre touche vraiment à un des 4 axes qui est la recherche et l'innovation. C'est une implantation, un matériel extrêmement, je crois, révolutionnaire et de toute façon très en pointe. Donc c'est un outil qui aujourd'hui permet en effet d'aller plus loin et donc l'innovation est au service des enfants et c'est l'important. Alors le Grand Prix sert d'abord à distinguer, à mettre en avant des structures, des startups qui permettent justement d'aller plus loin dans la recherche, dans l'innovation. Nous les accompagnons, nous les mettons en avant, nous les sponsorisons, donc c'est là encore un rendez-vous de société, toujours autour du monde de l'enfance. C'est un rendez-vous évident pour nous, Fondation, d'être dans cette impulsion, dans ce mouvement vers de nouvelles techniques et vers surtout, encore une fois, de mieux accompagner les enfants en souffrance et de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes ou les comprendre. Et comme Human Lab nous permet aujourd'hui de faire des choses extraordinaires, nous sommes à ces recherches, si vous voulez, du confort pour les jeunes enfants lorsqu'ils portent un handicap. Oser, c'est faire ce que l'on ne penserait pas faire si justement on n'avait pas sinon un petit peu de folie, mais une envie de toujours dépasser, si vous voulez, la limite que l'on pense avoir. Et pour aller encore plus loin, je vous propose de découvrir 2 innovations majeures de cette année 2020, le Grey et l'isocinétisme. 3 minutes d'immersion dans le progrès en vidéo, on regarde. L'analyse de marche, ça sert à définir des patterns de schémas de marche pour des enfants et de pouvoir proposer des adaptations thérapeutiques, notamment sur des injections de toxines ou sur des gestes chirurgicaux, de pouvoir être le plus précis possible dans les indications. Le fait de pouvoir être dans un univers ludique rend la passation plus aisée, moins anxiogène. Il y a des mouvements, on a l'impression d'être sur un pont avec du vent, du coup. Et du coup, si la moitié était à gauche, il fallait se mettre à droite pour esquiver. Et donc tu as l'impression de faire de la rééducation, là? Ouais, on dirait pas, mais oui. Voilà, ça sert essentiellement à ça. Et éventuellement, pour des patients qui ont des appareillages, à régler des appareillages, faire par exemple sur une prothèse, qu'elle soit mieux réglée pour que la marche soit plus fluide. Je vois marcher. Je vois que je suis de travers, que mon bassin il est de travers. C'est une sorte de biofeedback en fait. C'est très intuitif. Donc lui il voit son image et du coup il peut s'auto-corriger pendant sa marche. Le tapis est associé à un écran en immersion virtuelle sur 180 degrés qui permet donc à l'enfant d'être dans une situation plus de jeu et moins de stress par rapport à une passation d'un examen. De jouer fait que le patient ne se rend parfois pas trop compte qu'il est en train de travailler. Là, l'avantage pour l'enfant, c'est que les plateformes sont dans le tapis, si bien que l'enfant n'est pas obligé de viser sur les plateformes. Et on peut enregistrer du coup beaucoup plus de cycles de marche en un temps beaucoup plus réduit. Pour l'enfant, c'est donc quelque chose de positif. Alors là tu dois marcher, tu vois, sur chaque petite dalle blanche. Fais travailler ta jambe droite. Allez encore. Très honnêtement, si Enzo marche aujourd'hui, si vous avez pu le voir marcher aujourd'hui,
C'est parce Ça chauffe. que depuis l'âge de 22 mois, il est suivi par le docteur Pat, par toute l'équipe. Et s'il marche aujourd'hui, c'est grandement grâce à leur travail. Donc tu penses jouer, mais en même temps tu travailles. C'est beaucoup mieux qu'une rééducation normale en violon. Et ça, c'est un outil qui va être super précieux, quoi. Je suis fier d'être ici. Encore. Allez, souffle, 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 souffle. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Allez, encore. Et on relâche. Là, sur ce module, on va travailler les chevilles, genoux, hanches, poignets, coudes, épaules. Et sur l'autre module, nous avons tout ce qui est abdos spinaux. Parce que ici, vous avez chaque articulation a son module. Et donc, on a une vingtaine de modules différents qu'on adapte en fonction de l'articulation qu'on veut travailler. Voilà. L'extension, elle était à 218 et la flexion, vous l'avez à 119. Donc, en termes de travail, on est à 53%, le max. On a gagné 3%. Alors sachez que toutes ces innovations, elles sont rendues possibles grâce à tous les soutiens de la Fondation Saint-Pierre, ses mécènes, comme la Caisse d'épargne, qui est mécène officielle du Grand Prix 2020, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, qui se distingue par une politique de responsabilité sociétale d'entreprise, durable et volontariste, et qui envisage l'avenir avec une seule priorité, être utile à chacun et chacune dans l'intérêt et pour le bien-être de tous. D'ailleurs, découvrons à présent une courte interview de Jean-Charles Fèvre, qui est directeur du développement de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. C'est maintenant en vidéo. Alors, on a la chance d'être sur un territoire très fécond en matière d'innovation, en Languedoc-Roussillon. C'est pour ça qu'on a inscrit cela dans notre plan stratégique comme axe prioritaire. Alors, on accompagne les porteurs de projets sous différentes formes. Tout d'abord, avec une équipe spécifiquement dédiée et formée. Ça, c'est le plus important pour nous. 2, en ayant créé le dispositif Neo Business, qui consiste en une offre de financement et de services, d'une part. Du fait de faire pitcher les porteurs de projets devant un parterre d'entrepreneurs ayant déjà réussi dans l'innovation et de banquiers. Et enfin, en leur ouvrant notre carnet d'adresses et en leur faisant rencontrer des partenaires influents, de potentiels clients. Et d'ailleurs, on a déjà eu le plaisir d'accompagner des entreprises montpelliéraines au siège parisien pour leur faire rencontrer d'éventuels clients. Être ici, c'est très important pour nous, car c'est essentiel d'être à l'écoute des entrepreneurs et de sentir un peu les courants qui animent le monde de l'innovation. Ce Grand Prix, il est symbolique pour nous, car il incarne des valeurs qui nous sont très chères, des valeurs d'engagement, des valeurs d'innovation, et surtout cette envie d'être utile. C'est une cause universelle qui nous touche bien évidemment tous. Quand on parle d'innovation pédiatrique, on parle de vie qui change de cours, d'enfants en difficulté qu'on va peut-être aider à se réinsérer et de vivre une vie meilleure. Donc en nous associant avec l'Institut Saint-Pierre, je serais tenté de dire, on retrouve un peu l'esprit des fondateurs des caisses d'épargne il y a plus de 200 ans, qui était de faire tout ce qui était nécessaire pour aider les gens à vivre mieux. Alors, nous sommes une banque coopérative et solidaire, très intégrée sur le territoire languedocien et à destination de tous les clients. Et notre histoire avec l'Institut Saint-Pierre, elle est relativement longue, puisque nous sommes partenaires depuis le début du XXe. Et je serais tenté de dire que nos établissements ont grandi ensemble. Alors ce qui nous lie et ce qui nous unit, c'est ce goût de la solidarité, ça très clairement, et le fait de lutter contre les exclusions. Espoir, tout simplement. Alors, je vous précise que Jean-Charles Fèvre est connecté avec nous, on le retrouvera tout à l'heure pour remettre le prix Talent. Le Grand Prix s'inscrit dans une volonté de faire bénéficier des innovations au plus grand nombre d'enfants à Saint-Pierre, mais aussi partout en France et également dans le monde. Et c'est notamment l'objectif du Grand Prix, soutenir et aider à déployer des innovations pédiatriques. Alors, un petit coup d'œil sur l'heure, il est 18h37, on se rapproche du grand moment. Comme vous le savez, on est ensemble ce soir pour la seconde édition du Grand Prix de l'innovation. Pour ceux qui ne
le connaissent pas encore, eh bien c'est pour vous, c'est maintenant. Voici concrètement comment ça marche. À l'écran va s'afficher l'ensemble des informations à avoir en tête. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est la 2e édition du Grand Prix. Sachez qu'il se tient et se tiendra tous les 2 ans. Concrètement, comment ça marche? Le processus de sélection se déroule en 4 étapes. Elles vont s'afficher à l'écran. La première étape est la suivante. Il s'agit de l'appel à projet. Ensuite, 2e étape, lorsque nous avons reçu les projets juste avant, donc il y a la clôture et la sélection. Ensuite, 3e étape, la présélection des 15 finalistes. Et enfin, 4e étape, les pitchs et la remise de prix. Donc la remise de prix, c'est maintenant, c'est ce soir et c'est ensemble. Un petit coup d'œil sur le nombre de projets de cette 2e édition. 83 projets ont été réceptionnés au total, 26 pour la catégorie idée, 23 pour la catégorie espoir et 34 pour la catégorie talent. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue géographique? Tiens, alors si on s'intéresse à la carte de France, alors déjà, on peut remarquer qu'on a eu des projets de toute la France, car le Grand Prix est désormais national, il est identifié, connu et reconnu, et c'est quelque chose dont on peut se réjouir. Vous voyez par exemple qu'en Ile-de-France, on a beaucoup de prix, 26, 10 pour la région Rhône-Alpes, et enfin 14 pour la région Occitanie. Les membres du jury, alors comment ça se passe? Cette année, nous avons 2 jurys qui vont remettre 3 prix. Jury numéro 1 pour les catégories espoir et talent, avec notre présidente du jury, qui est Geneviève Faure-Van-Heffenter, qui est également docteur ophtalmologiste et chirurgien, accompagné de 3 trinômes. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces 3 trinômes sont composés chacun d'un médecin, d'un expert de l'innovation et d'un ingénieur. Ça, c'est pour le premier jury. 2e jury, pour la catégorie idée, il est présidé par Benoît Jaubert, qui est donc coordinateur, mais également responsable de Human Lab Saint-Pierre et enfin docteur en ingénierie biomédicale. Dans le détail, vous avez ici, du coup, pour le premier jury, les détails des trinômes. Comme je vous le précisais, il est composé d'un médecin, d'un expert de l'innovation et d'un ingénieur. Ainsi que le... Ah, Eric. Oh. Ah, bien, merci. Alors, on a justement demandé à nos membres du jury ce qu'ils ont pensé de cette expérience singulière. Je vous propose de découvrir à l'écran leurs mots. Alors, on va découvrir les mots du jury dans un instant. Une expérience bienveillante et vraie, utile pour confronter des angles de vue différents sur les projets. Okay. De belles surprises chez les startups et une belle expérience entre membres du jury, passionnante, intéressante, passionnée. Alors, pour remercier tous les membres du jury qui ont consacré, il faut le dire, de nombreuses heures à étudier l'ensemble des projets avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, et tout cela bénévolement, je vous propose que tous ensemble, on fasse quelque chose, un geste symbolique pour les remercier. Je vais vous inviter à allumer vos micros. Et je vous propose que tous ensemble, on les applaudisse pour remercier l'ensemble des membres du jury. Ouvrez vos micros, on va les applaudir. On dit souvent que tout commence par une idée. C'est donc naturellement cette catégorie qui ouvrira le bal de cette cérémonie de remise de prix. Pour chacune de nos catégories, nous avons la chance d'avoir un invité d'honneur. Et pour ce premier prix, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Nicolas Huchet. Alors, Nicolas, juste avant de vous poser quelques questions, je vais me permettre très brièvement de raconter votre histoire. Nicolas, je vais donner votre âge, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous avez 40 ans, vous êtes originaire de Rennes. En 2002, suite à un accident du travail, vous êtes amputé de la main et vous vous renseignez alors pour disposer d'une prothèse de la main. Mais très vite, vous déchantez parce que vous vous rendez compte que les prothèses de la main sont accessibles à un prix très onéreux. Alors, vous faites preuve d'audace, on peut le dire, et vous décidez tout simplement de fabriquer votre propre prothèse. Quelques années plus tard, on est en 2012, vous vous associez avec un Fab Lab rennais pour concevoir votre propre prothèse nouvelle génération, ceci avec l'aide de spécialistes des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, vous vous êtes donné comme objectif de démocratiser l'accès à ces prothèses intelligentes et haut de gamme. Nicolas, je pense qu'on peut dire que vous êtes un exemple d'audace et d'énergie. D'ailleurs, le fameux MIT Technology Review vous a décerné en 2015 le prix d'innovateur social de l'année pour justement votre main bionique. Je rappelle que Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, a reçu ce même prix dans le secteur technologie.
Est-ce que Nicolas, vous accepteriez ce soir de nous raconter l'histoire de cette main bionique? Et puis, j'ai envie de savoir comment est-ce que le jeune Rennais obtient ce prix du MIT? Bonsoir, très ravi d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'ai 37 ans. Ah pardon, je vous ai un peu vieilli alors. Ah, Excusez-moi. j'ai quand même plus de cheveux. Et vous avez raconté l'histoire. Moi, j'étais victime d'un accident du travail à 18 ans. Et puis, j'ai été appareillé d'une prothèse myoélectrique. C'est une prothèse que je peux actionner avec mon moignon et qui me permet de retrouver une autonomie. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, j'ai découvert qu'il y avait des nouvelles prothèses et qui étaient malheureusement non remboursées par la sécurité sociale. Et c'est en découvrant les Fab Labs et l'impression 3D que j'ai naturellement et aussi avec beaucoup de curiosité demandé s'il était possible de fabriquer une main. Et en fait, j'ai trouvé que le regard qu'avaient ces gens-là sur mon handicap était très curieux. J'étais tombé sur des techniciens. Donc, on n'a pas du tout fabriqué enfin, je préfère remettre quand même dans le contexte que suite à ce projet de prototype de prothèse, donc à moindre coût, j'ai pas créé une prothèse high-tech hautement perfectionnée. C'est pas le projet, c'est plutôt de créer vraiment de créer une prothèse accessible et open source, c'est-à-dire avec des plans qui soient disponibles sur Internet afin de pouvoir la réparer soi-même ou Gratuitement, hein, je précise. gratuitement. En fait, c'est plutôt open source. C'est une notion très similaire, mais un tout petit peu différente. C'est pas pareil, voilà. En fait, quand on parle d'open source, on parle de partage, voilà, de partage de connaissances, partage de plans. Et aujourd'hui, on a une association qui s'appelle My Human Kit, qui a donc un Human Lab, comme le Human Lab de l'Institut Saint-Pierre. Et dans ce Human Lab, en fait, on accompagne des personnes en situation de handicap et on travaille ensemble pour inventer des aides techniques, des objets qui vont permettre de faciliter le quotidien. On ne travaille pas essentiellement sur des prothèses, mais on est sur l'axe de la mobilité, par exemple, en motorisant des fauteuils roulants, ou sur la malvoyance, sur l'autisme, l'hémiplégie, la paraplégie. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble, de regarder le handicap d'une autre manière et d'apprendre les uns des autres. Parce qu'en fait, quand on est handicapé, de s'intéresser à un handicap, déjà, ça permet de changer le regard qu'on a sur soi. Et quand on n'est pas handicapé et qu'on s'intéresse du côté technique du handicap, et ben, ça nous fait également voir le handicap autrement. Voilà. Alors peut-être juste pour que toutes celles et ceux qui nous regardent comprennent bien, en une phrase, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence majeure entre un Human Lab et un Fab Lab? Et pour avoir peut-être un panorama en tête, combien est-ce qu'il y en a d'Human Lab aujourd'hui en France? Alors, un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique qui permet, c'est un lieu, c'est un atelier collaboratif, on va dire, qui permet à tout un chacun de venir inventer des objets. Et un Human Lab, c'est un Fab Lab, mais qui est dédié à la fabrication d'aides techniques au handicap. Voilà, donc il y a une notion plutôt de handicap. Et aujourd'hui, des Human Labs, en France, il y a l'Institut Saint-Pierre, il y a l'Université Bretagne occidentale à Brest, il y a également Nantes, où bientôt il y en aura un deuxième. Et puis, il y en a 2 à Rennes, il y en a 3 en Afrique, 1 en Inde. Donc, on est sur une petite dizaine pour le moment et voilà, on est sur une démarche évidemment d'essaimage, mais on va à notre vitesse. Et l'objectif, c'est pas d'en avoir plein, mais c'est plutôt que ça se passe bien et qu'il y ait une bonne entente. Voilà, comme je tiens à le préciser avec le Human Lab Saint-Pierre, on est très content, voilà, que ça. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, en fait. Voilà, je suis très content. Ouais. Donc, Alors, merci et de alors l'invitation. justement, alors justement, on est en décembre 2020. Si on fait un peu le bilan, vous en êtes où aujourd'hui, et notamment de votre collaboration avec le Human Lab de la Fondation Saint-Pierre que vous venez d'évoquer? Alors, on s'est rencontrés pour la première fois il y a un mois au cours d'un événement qu'on a organisé à Rennes, un événement autour de la fabrication numérique du handicap, mais aussi du milieu professionnel. Et donc, on a pu rencontrer l'équipe du Human Lab Saint-Pierre, une partie en tout cas, et travailler pour la première fois ensemble, voilà, en présentiel. Ensuite, il faut savoir que notre outil collaboratif qui s'appelle Wikilab, Wikilab, tout à fait, qui est l'équivalent du Wikipédia, mais pour les aides techniques au handicap. Donc, le Human Lab Saint-Pierre contribue fortement en documentant et en partageant ce qui est inventé dans leur lieu, dans leur Human Lab.
Et on avait comme objectif de retravailler ensemble durant ces jours-ci. Et bon, ce sera pour l'année prochaine. Alors, Nicolas, ce soir, vous l'avez compris, on parle beaucoup d'audace. Votre histoire est à elle seule l'incarnation même de l'audace. Est-ce que néanmoins, vous auriez un souvenir, une anecdote audacieuse à nous partager ce soir? Oui, c'était un simple coup de fil à une personne. On a trouvé son numéro sur Internet. Il avait inventé une main robotique. Et puis, il fallait avoir l'audace de l'appeler, chose qui pouvait paraître compliquée pour quelqu'un. Mais moi, étant donné que je ne savais pas du tout qui était cette personne, je n'étais pas impressionné. Donc, c'est l'inventeur de la main InMove, qui est donc une main robotique open source sur Internet. Et donc, sans le savoir, ça a déclenché, c'était le début d'une histoire voilà, qui a déclenché plein de choses. Donc, des fois, l'audace, en fait, c'est l'audace pour certains, c'est des petits pas pour d'autres et vice-versa. Et donc, voilà, en tout cas, c'est de faire les choses ensemble, ça permet d'être plus audacieux, quoi. En tout cas, merci, mille merci Nicolas de nous avoir partagé votre audace. Et si je peux me permettre, continuez à oser. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, il est temps de découvrir les vainqueurs de la catégorie idées. On va découvrir maintenant les 5 finalistes du prix idées. Je vous rappelle que pour ce prix idée, 5 000 euros seront décernés et récompenseront un projet qui est au stade de concept. Donc, à l'écran s'affichent les 5 lauréats, les 5 finalistes du prix idée. Je vous propose, juste avant de découvrir le nom du vainqueur, un court moment d'échange avec Benoît Sijaubert qui a supervisé et coordonné le jury de la catégorie idée. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je rappelle qu'en plus d'avoir coordonné ce prix, donc vous êtes responsable du Human Lab Saint-Pierre dont on vient de parler avec Nicolas et également docteur en ingénierie biomédicale. J'ai envie de vous demander pour commencer, à quoi est-ce qu'on reconnaît une idée qui deviendra un grand projet? C'est une question difficile, mais je dirais que pour moi, une idée qui deviendra un grand projet, c'est une idée qui a du sens. C'est une idée qui incarne à la fois une rupture par une solution inédite, par exemple, mais surtout qui incarne une solution réaliste en tant que réponse à un besoin réel et pour lequel encore personne n'a pu trouver de solution. Et sur quelle base est-ce que vous avez choisi les dossiers retenus cette année? Alors cette année, donc l'objectif de la catégorie idées était de permettre à des étudiants, particuliers, associations, makers, etc., de concrétiser un concept, une idée, en réalisant un prototype. Du coup, ce sont des projets qui ont été évalués par un jury spécifique, qui ont été donc un jury composé de membres du Human Lab Saint-Pierre, des parents d'enfants malades, usagers en situation de handicap, ingénieurs, médecins, des professionnels paramédicaux. Et donc, ces dossiers, ils ont été évalués suivant plusieurs critères, notamment le caractère innovant, l'universalité de l'apport, donc chose très importante par rapport à ce que disait Nicolas, notamment l'open source, et enfin, leur capacité à répondre à un besoin. Alors, si on fait le point, où est-ce qu'on en est en France sur les sujets de la technologie et du handicap et quelles sont les grandes orientations? Alors aujourd'hui, je pense que la technologie se démocratise. Il y a beaucoup de produits comme les imprimantes 3D qui deviennent accessibles. Il est désormais extrêmement facile de s'en procurer une à la maison. L'utilisation de la réalité virtuelle, la télérééducation, les serious games ou autres applications numériques en santé se développent à vitesse grand V. Et le numérique fait partie vraiment intégrante des prises en charge de soins. Mais malgré cela, il existe vraiment un profond fossé, des inégalités majeures dans l'accessibilité aux technologies et leur adaptabilité pour les personnes en situation de handicap. Alors, heureusement, il y a certains concepts nouveaux qui émergent et les nouvelles technologies ouvrent la voie à la naissance de communautés qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap, où il devient facile de partager une solution avec le monde entier, d'en être acteur, d'en faire bénéficier gratuitement le plus grand nombre. C'est l'orientation que nous avons par exemple choisie en créant l'Human Lab Saint-Pierre avec la Fondation, et c'est l'orientation du réseau Human Lab et aussi bien sûr de l'association qui a lancé le concept en France, My Human Kit. Alors, sans trop nous en dire, est-ce que vous avez été émerveillé par un projet, une équipe, une envie cette année? Alors, ce ne serait pas vraiment un projet, mais moi je suis plus émerveillé en fait
tous les jours par les personnes que j'ai la chance de rencontrer par l'émission Human Lab. Cette année, j'ai été frappé plusieurs fois par l'incroyable capacité de résilience, d'adaptation, d'ingéniosité que les parents sont capables de développer pour faire face à un parcours de vie qui est parfois et souvent compliqué, mais qui considèrent pour certains comme une expérience sans quoi ils n'auraient jamais eu l'audace de se mobiliser, d'apprendre pour oser créer eux-mêmes leurs solutions. Alors justement, la transition est toute faite. Restons sur le sujet de l'audace. En une phrase, ce serait quoi pour vous la meilleure définition de l'audace ? Pour moi, c'est exactement ce que je viens de dire avant. En fait, c'est être capable de se mobiliser, d'apprendre, d'oser apprendre, d'oser créer soi-même sa solution, par exemple. Du coup, je vais m'aventurer à la même question un peu personnelle. Vu qu'on parle d'audace, est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote, un moment de vie où vous avez osé, où vous avez fait preuve d'audace ? Alors oui, en 2016, j'ai eu la chance de participer à un événement qui s'appelle Cibathlon. Ce sont les premiers Jeux olympiques bioniques pour personnes en situation de handicap. Et avec notre équipe, on a en quelque sorte repoussé les murs, puisque grâce à la participation de Jérôme, notre pilote, qui était paralysé depuis 20 ans, il a pu refaire du vélo en utilisant ses propres jambes électrostimulées. Et pour moi, c'était une expérience extraordinaire, déterminante, et qui me rappelle tous les jours qu'avec un peu de technologie et beaucoup de volonté et d'humanité, on peut accomplir très vite des choses incroyables. C'est un bel exemple d'audace. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé ce soir. Alors, c'est le moment de découvrir le vainqueur. Et pour découvrir notre vainqueur, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience, un petit moment collectif. Je vous ai promis qu'il y en aurait. J'ai pu apercevoir quelques enfants ce soir. Alors, si vous avez des enfants avec vous, je vous demanderai de bien de nous les montrer. J'aimerais bien les voir. Et ce que je vous propose, c'est que je vais choisir un enfant. On va lui envoyer le nom du vainqueur. Et c'est lui qui nous donnera le nom du vainqueur de la catégorie idée. Alors, attendez, je regarde. Où sont les enfants ? Oh, j'en vois. J'adore. Mettez votre caméra. Hein. Si vous n'avez pas votre caméra activée, mettez votre caméra. Montrez. Alors, je vais en choisir un. Estelle As. Bonsoir. Bonsoir. Qui est le charmant jeune homme qui est avec vous ? C'est mon fils, Alan. Bonsoir. Alan, on va t'envoyer le nom du vainqueur et c'est à toi que reviendra le privilège de nous annoncer le nom du premier gagnant de cette seconde cérémonie. Alors, dès que tu l'auras, ça sera à toi de jouer. Le gagnant est Ito Eshosu. Ouais. Alors, je vais vous demander une petite réaction. On peut féliciter du coup le projet Chouchou qui est porté par Aglaé. On peut l'applaudir. Je vous propose du coup de la féliciter. Bravo! 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 Super! Super projet. Les mises de prix, c'est le... Moi aussi, je l'ai mis. Alors, je vais vous demander d'éteindre à nouveau vos micros et on va vous partager une vidéo pour découvrir le projet du vainqueur. On regarde. Nous avons eu l'idée du système Chouchou en classe pendant le projet S'aventurier. Nous voulions utiliser une nouvelle technologie pour aider des personnes. Et nous avons voté pour aider les enfants avec une déficience visuelle à se déplacer dans l'école. 10 000. Chaque année, 10 000 enfants aveugles ou très malvoyants vont à l'école en France. Aider des enfants aveugles ou très malvoyants à se déplacer dans l'école et à jouer librement avec les autres enfants. Ce projet est unique car il a été créé par des enfants pour des enfants.
Si nous remportons le prix, nous ferons fabriquer un prototype chouchou. On pourra finir de valider notre idée. L'argent servira aussi à équiper l'école de matériel pour continuer à travailler sur les nouvelles technologies et le handicap. Accueillir! Alors, Aglaé est avec nous. Bonsoir Aglaé, vous pouvez allumer votre micro. Déjà, un immense bravo, bravo pour votre projet, bravo pour cette victoire. C'est toujours passionnant de savoir comment une idée a germé. Quelle est votre histoire? Comment a germé cette idée? Alors, bonsoir, Aglaé est un peu intimidée. Alors, pour dire qu'il y a un certain nombre de ses camarades de classe qui sont connectés aussi, qui pourraient peut-être mettre leur caméra, puisque c'est un projet qui est issu d'un travail d'une classe de CE1, CE2. Il y a également leur enseignante qui est connectée. Donc voilà, c'est Aglaé qui a fait l'ambassadrice, mais c'est l'ensemble de la classe qui a eu cette idée. Donc c'est un... Ouais, toute la classe alors. Voilà, je ne sais pas exactement qui a pu se connecter, mais il y a un certain nombre d'enfants. Et donc c'est un projet qui a été mené l'année dernière en classe autour d'un concept qui est le projet S'aventurier. En fait, c'est qui accompagne les classes dans des projets de recherche pour donner un petit peu d'outils pédagogiques pour avoir une démarche scientifique au niveau d'une classe, donc d'enfants CE1, CE2. Et ils n'avaient pas de cahier des charges, c'est eux qui ont imaginé leur idée de comment utiliser les technologies pour pouvoir aider les gens. Et en réfléchissant, en rencontrant des personnes aveugles, ils ont monté une idée de concept en fait, et ils ont imaginé une chaussure instrumentée qui pourrait aider un élève qui arriverait dans leur école à se déplacer, à se localiser dans l'école, et également à jouer dans la cour avec les autres enfants sans canne. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler comment est-ce que vous avez connu le Grand Prix de l'innovation? Alors, par Internet, je pense qu'on a reçu... moi, je suis chercheuse, donc on a dû le recevoir à l'université. Et qu'est-ce que vous en attendez, vous et l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce projet? Alors, je pense que le plus important, c'était d'abord pour les enfants qui ont une idée, de montrer que des enfants peuvent avoir des idées pertinentes et qu'elles peuvent participer à un concours qui est a priori ouvert plutôt à des adultes à la base. Et ensuite, leur projet, je pense qu'il a effectivement un avenir, donc de voir le prototype fonctionner, d'aller au bout de leur idée et de pouvoir le proposer de façon open source également pour que d'autres puissent s'en emparer. C'était l'idée principale de ce travail. Et maintenant que vous avez gagné ce prix, à quoi va ressembler les prochains jours? À quoi vont ressembler, pardon, les prochains jours? C'est quoi la suite pour vous? On va faire la fête! Déjà, c'est une bonne chose. Je pense que les enfants vont se réjouir et puis on va réfléchir ensemble à comment avancer. Donc, on voit un certain nombre de petits visages là qui sont présents. Alors, vous qui êtes maman d'Aglaé, si vous deviez donner un conseil à un jeune innovateur, pardon, ce serait quoi? Audace. Ouais, c'est bien, c'est un bon mot pour résumer. Je pense que c'est un bon mot, oui. Il ne faut pas hésiter, il faut aller au bout de ses idées et y croire. Et est-ce que vous avez envie de nous partager un moment d'audace de la vie d'Aglaé, par exemple? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait de très audacieux? Je sais pas. Alors, je pense que de participer à la finale la semaine dernière avec les 5 autres finalistes, ça a été quelque chose de très audacieux de ta part. Voilà. C'est un très bel exemple d'audace. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci à toute la classe, à tous ceux qui ont participé. Et encore un immense bravo. Merci. Alors, merci Aglaé. Bravo, bravo. Merci Aglaé. Pour vous dire, n'hésitez pas à écrire dans le chat, partagez vos idées, vos contacts pour les soutenir, pour soutenir Aglaé et toute sa classe. Le chat est aussi là pour ça. On s'entraide, donc n'hésitez pas à partager vos idées, vos contacts. Alors après l'idée qui germe, poursuivons notre cérémonie avec la catégorie Espoir. Cette fois-ci, nous avons l'honneur d'avoir comme invité Oriane Lopez. Oriane Lopez qui est athlète en histoire française, mais aussi docteur en médecine physique et de réadaptation, mais aussi marraine de la première édition du Grand Prix et représentant de la continuité du Grand Prix. Bonsoir Oriane. Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à être parmi vous et merci à tous d'être aussi nombreux pour cette cause. Merci. Alors Oriane, vous avez un parcours exceptionnel. En quoi l'innovation pour la santé a-t-elle été clé dans votre chemin de vie et vos performances?
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis appareillée du membre inférieur droit dans les suites d'une malformation de naissance. Donc, la première innovation qui me vient en tête quand on parle d'innovation dans mon parcours, c'est surtout les progrès qui ont été faits dans l'appareillage. J'ai commencé la pratique sportive en athlétisme en 2003. J'ai terminé ma carrière l'année dernière en 2019. Et juste sur ces 16 ans, j'ai pu voir l'évolution du matériel. Et au-delà de l'évolution du matériel de sport, c'est surtout les répercussions que ça a pu avoir sur l'appareillage utilisé au quotidien. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à essayer d'optimiser cet appareillage en collaboration avec les orthoprothésistes, les fabricants, les médecins, les sportifs. Voilà, toutes ces innovations, c'était le fruit d'un travail très collectif et c'est de là que naissent les meilleurs progrès. Et voilà, au-delà de l'innovation en termes d'appareillage, je pense qu'il faut tous qu'on garde en tête que l'innovation, c'est aussi améliorer le quotidien, améliorer l'autonomie. C'est aussi des outils pour améliorer la communication, l'accès à l'enseignement, l'accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et voilà, tous ces champs-là sont des domaines qui nous tiennent à cœur en tant que médecin rééducateur, mais aussi en tant que toutes les personnes qui soutiennent cette cause du handicap. Il faut qu'on ait en tête tous les champs sur lesquels l'innovation peut améliorer le quotidien. Voilà. Alors, vous avez ouvert une hospitalisation de jour à l'Institut Saint-Pierre sur la thématique du sport et du handicap pour les enfants et pour les adolescents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, cette journée, elle aura 1 an demain, parce que la première journée a eu lieu le 11 décembre de l'année dernière. Anniversaire, un peu en avance. C'est ça. C'est une journée qui est organisée en partenariat avec le comité régional handisport Occitanie et le comité départemental. Le matin, on reçoit les enfants. C'est des journées assez qualitatives. On les prend par groupe de 3. Donc, ils se connaissent dès le début de la matinée. Où on fait un petit atelier avec l'éducateur APA pour qu'ils se connaissent, qu'ils expliquent pourquoi, pour eux, ils pensent que c'est bon de pratiquer du sport. Après, on a des bilans ergothérapiques et kinésithérapiques axés sur les capacités fonctionnelles de l'enfant. Donc, on ne mesure pas ce qui ne va pas, on mesure ce qui va bien et ce qui peut être un atout dans la pratique sportive. Donc, c'est vraiment une vision différente des bilans qu'on fait traditionnellement. Et donc, cette journée, elle a pour but pas d'avoir la prétention d'enlever tous les freins à la pratique sportive. Aujourd'hui, il y a surtout 3 freins à la pratique des parasports. C'est les problèmes d'accompagnement, les problèmes d'accessibilité, de transport et des infrastructures, et les problèmes de coûts d'appareillage, de coûts de matériel. Mais voilà, le but, c'est de rassurer les parents et de leur montrer qu'on peut diminuer ces freins en les accompagnant. Et voilà, et cette journée, c'est un peu un accomplissement de mon parcours. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Voilà. Alors, quand on voit justement votre parcours, on peut dire que vous êtes un exemple vivant du croire en ses rêves et tout oser, hein, qui est prôné par la Fondation Saint-Pierre. Alors, je me permets également de vous poser cette question sur l'audace. Quel a été le moment le plus audacieux dans votre vie, ou du moins un des moments, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs? J'en retiens surtout 2. Le premier, c'est d'avoir osé croire en mon rêve paralympique alors que j'ai une malformation qui faisait que j'étais l'athlète la plus déficiente dans ma catégorie de handicap. Et c'est vrai que les médecins qui m'ont accompagnée quand j'étais enfant, adolescente, Dr Pat est là et elle m'a suivie aussi. Et puis ma famille a toujours été très soutenante et voilà. Et c'est vrai que ce rêve, je l'ai eu et j'ai cru et ça a été vraiment une aventure autant de tout mon accompagnement médical, les orthoprothésistes, mais aussi de ma famille. Et le deuxième, je pense, qui dépasse presque mon rêve paralympique, c'est celui d'avoir osé croire à mon potentiel de devenir médecin, parce qu'il y a beaucoup de préjugés aujourd'hui qui font qu'un médecin, il devrait être forcément bien portant, être entier, 2 bras, 2 jambes, être debout. Et je pense que ça, nous, aujourd'hui, en tant que personnes impliquées dans le handicap, on est là pour faire comprendre aux adolescents et aux parents en fait, qu'ils peuvent y croire, parce que nous, on est là pour les accompagner et qu'ils puissent vraiment exploiter tout leur potentiel. Voilà. Merci 1000 fois, Oriane, de nous avoir partagé tout ça. Vous êtes un bel exemple d'audace et ça a été vraiment un honneur de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors, on va découvrir maintenant les 5 finalistes du prochain prix. Je rappelle donc le prix Espoir. Il s'affiche à l'écran. À l'écran s'affichent les 5 finalistes. Je rappelle que 25 000 € seront attribués sur 2 ans pour le prix Espoir, qui récompensera donc un projet au stade de développement, de maquettes prototypes qui ne sont pas encore introduits sur le marché. Je vous propose un court moment d'échange juste avant de découvrir notre gagnant avec le Dr Geneviève Forvan-Ettenter, qui est donc la présidente du jury et, je le rappelle, chirurgienne ophtalmologiste. Chère présidente du jury, je vous vois à l'écran juste à côté. Alors, j'ai quelques questions pour vous.
Déjà, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette grande aventure du Grand Prix d'innovation de la Fondation Saint-Pierre? Je pense que mes motivations personnelles sont sans importance par rapport aux besoins des enfants. En fait, c'est ça qui est important, le besoin des enfants qui souffrent d'une maladie de longue durée ou d'un handicap sensoriel ou moteur. Et ce qui est formidable, c'est l'ingéniosité du monde de la recherche. Le Grand Prix est là pour faire coïncider ces deux mondes. Et en quoi le soutien à l'innovation vous paraît-il majeur? Les nouvelles idées sont une chose. Elles naissent, et je voudrais même dire, elles jaillissent dans l'entourage d'un enfant en souffrance. Mais encore faut-il qu'elles deviennent concrètes. Il faut soutenir l'innovation, il faut l'inciter, le provoquer et le financer. Et c'est le rôle du Grand Prix. Alors justement, qu'est-ce qui vous paraît fondamental dans ce type de Grand Prix? Pour moi, l'intérêt du Grand Prix est d'une part de stimuler la recherche, je vais dire un peu comme les partiels ou les examens de fin d'année stimulent l'étudiant. Voilà. Il y a une deadline, il faut travailler, il faut présenter un dossier et voilà. Donc ça stimule la recherche. Ensuite, ça aide les projets lauréats de ce soir, par exemple, à aboutir sur le moyen terme et même le long terme. Et enfin, ça fait se rencontrer, et on l'a vu vraiment plein d'exemples, les trois mondes, celui de la santé, celui de la recherche et celui des startups. Ça, c'est le rôle du Grand Prix. Et alors, je me permets une question plus personnelle. Vous, quelle place a l'audace dans votre vie? L'audace, dans ma vie, l'audace, en fait, quand j'étais chirurgien, c'était tous les jours l'audace. Oser opérer, oser avoir confiance en soi, avoir l'audace de communiquer cette confiance. Comme tous les chirurgiens, toute ma vie, l'audace m'a accompagnée. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça, Geneviève. Alors, si on s'intéresse plus précisément au projet de la catégorie Espoir que vous avez reçu, que vous avez étudié, que vous avez évalué, qu'est-ce qui vous a surprise dans ces projets reçus sur cette 10e édition? Ce qui m'a très agréablement surprise, d'abord, c'est le nombre. Car la période avril-août 2020, comme vous le savez, n'était facile pour personne, et en particulier pour les startups et pour les associations. Donc leur nombre m'a surprise agréablement, et aussi leur diversité. Quel est le message du prix Espoir? En quoi est-ce que c'est très important? Le prix Espoir est fait pour donner le premier coup de pouce, pour rendre concrète une idée, en se faisant aider par des partenaires, médecins, pédiatres, ingénieurs, informaticiens, financiers. Les idées ont besoin de beaucoup de compétences différentes. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de se lancer avec un projet vraiment atypique? Je lui dirais, vas-y, fonce, n'aie pas peur, mais surtout, n'y va pas seul. Alors là, pour les projets que vous avez reçus dans la catégorie Espoir, sur quelle base est-ce que vous avez choisi les dossiers qui ont été retenus? En résumé, oui. On va dire sur la nouveauté et la pertinence du projet, et sur la clarté des perspectives, donc sur le futur, et la motivation, souvent joyeuse, on le voyait sur les films ou les vidéos, de l'équipe. J'ai une dernière question. Alors, vous parliez à l'instant du nombre de projets. Alors justement, quand on voit le nombre de dossiers qui ont été proposés, est-ce qu'on peut vraiment considérer le handicap comme un moteur d'innovation? Oui, bien sûr, mais de façon intéressante, cela vient souvent de l'entourage immédiat de l'enfant en souffrance. C'est la famille, le père, la mère, le frère, qui cherchent des solutions pour cet enfant-là. Et ils ne trouvent pas, il faut aller plus loin que ce qu'on leur propose, et c'est eux qui innovent. Merci beaucoup, Geneviève, de nous avoir partagé tous ces éléments et tous ces moments de vie aussi. Merci de ce partage. Donc, il est temps de découvrir le nom du vainqueur de la catégorie Espoir. Si Oriane est toujours avec nous, Oriane, je vous laisse le privilège de nous annoncer le nom du vainqueur.
Avec plaisir. Donc, le vainqueur dans cette catégorie Espoir est le projet Auto. Et applaudir. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Même logique, juste avant d'entendre notre vainqueur, je vous propose de découvrir son projet en images, en vidéo. C'est maintenant. En travaillant avec un institut médico-éducatif, j'ai appris que la plupart des enfants autistes ressentent régulièrement le besoin d'être serrés très fortement, allant même jusqu'à se cogner pour ressentir les limites de leur corps. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas de dispositif qui réponde efficacement et de manière éthique à ce besoin. 700 000 personnes autistes en France. Auto est un fauteuil en forme de cocon qui a des parois intérieures qui se resserrent pour étreindre le corps de l'utilisateur à sa contenance. Il est unique car il a un système innovant de pression forte et véritablement efficace. Son fonctionnement très simple permet d'être utilisable en autonomie par des personnes avec autisme. Et son design s'éloigne du mobilier médical, ce qui en fait un produit pas stigmatisant. Ce Grand Prix aurait un impact considérable sur mon projet. Il permettra d'accélérer son développement, de passer à l'étape supérieure en validant sa faisabilité industrielle. Le mot choisi, c'est le mot étreinte, car c'est un besoin reconnu pour les personnes autistes, surtout depuis les travaux du Dr Temple Grandin dans les années 70. Donc encore bravo à Alexia pour ce beau projet Auto. J'applaudis Lolo. On peut applaudir. Alors normalement Alexia est avec nous. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir gagné ce Grand Prix. Alors Alexia, je me permets de vous demander quelques impressions sur le moment, sur le vif. Et surtout, est-ce que vous acceptez de nous raconter un peu votre histoire? Oui, tout à fait. Alors en fait, moi, ce fauteuil, je l'ai conçu parce que je suis ébéniste et je l'ai fait dans le cadre de mon projet de fin d'études où je devais construire un mobilier innovant qui réponde à un besoin. Et moi, ce qui me passionne, c'est le mobilier fonctionnel, surtout utile et qui porte des valeurs humaines. Donc, je me suis intéressée à un handicap invisible qui est l'autisme et j'ai travaillé avec un institut médico-éducatif pour élaborer un projet innovant qui réponde à des réels besoins et qui soit utile au quotidien. Donc, ils m'ont parlé du besoin d'étreinte que pouvaient ressentir les personnes avec un trouble du spectre autistique. Et donc, on a imaginé ce fauteuil rassurant, enveloppant, avec cette fonction d'étreinte, de pression profonde qui vient pour apaiser les personnes avec des troubles du spectre autistique. Et je me permets de vous demander la même question que tout à l'heure pour Aglaé. Comment est-ce que vous avez connu le Grand Prix de l'innovation et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, le Grand Prix, je l'ai connu par un incubateur qui m'accompagne, Atlampol, dans ce projet entrepreneurial. Et ce que j'attends du Grand Prix, c'est d'abord toute cette visibilité avec tous les gens que je vois présents ce soir. Et puis aussi, ça va me permettre de développer encore plus des prototypes, de travailler avec les médecins et d'avoir toutes les certifications pour que ça devienne un dispositif médical et que le projet, le fauteuil soit commercialisé en bonne et due forme et qu'il corresponde au mieux à ses utilisateurs. Donc ça, c'est vos prochaines étapes. Quel est le conseil qui vous a le plus aidé jusqu'ici pour y arriver ? Je pense que le conseil qui m'a le plus aidé, c'est d'oser. D'oser me lancer, d'y croire et de le faire pour les gens qui en ont besoin et de ne pas avoir peur. Alors, pour ceux qui ne nous auraient pas suivis depuis le début de cette cérémonie, la thématique de la soirée, c'est l'audace, c'est oser. Alors, je me permets de vous poser la même question, Alexia. Alors, un exemple d'audace, on l'a déjà vu avec votre projet, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez un autre exemple à nous partager, une anecdote, un souvenir, un moment de vie ?
Je vais rester dans le même thème parce que j'avoue que ce projet avec le fauteuil à étreindre, c'est un peu le gros moment d'audace de ma vie en ce moment. Et du coup, c'est vraiment d'être passé d'un projet d'étudiant à un projet entrepreneurial et d'oser tous les jours le présenter à des médecins ou alors pitcher comme aujourd'hui devant un jury qui est impressionnant. Donc, c'est vraiment ces moments-là que je considère comme des moments d'audace. En tout cas, bravo, vous en êtes très bien sortis a priori, et encore bravo. Merci beaucoup pour ce prix. Et du coup, je me permets à toutes celles et ceux qui sont connectés je vous invite également à écrire sur le chat pour partager vos idées, vos contacts pour soutenir Alexia dans le développement de son projet. N'hésitez pas à l'aider. C'est le moment de notre catégorie talent. Je vous rappelle que c'est la catégorie du coup la plus aboutie, celle qui célèbre le stade le plus avancé de développement du projet. 70 000 € sur 2 ans sont accordés pour ce prix qui récompense une innovation qui est déjà introduite sur le marché. Notre invité d'honneur est naturellement notre mécène officiel, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, qui accompagne la Fondation Saint-Pierre depuis la première édition du Grand Prix. Et à l'écran s'affichent nos 5 lauréats. Et Jean-Charles est à nouveau avec nous en live cette fois-ci, non pas en vidéo. Bonjour à tous. Bonsoir Jean-Charles. Alors, C'est une belle soirée, c'est une belle soirée, des beaux projets. On peut dire que c'est une belle soirée. C'est génial. En tout cas, il y a beaucoup de beaux projets et ça fait plaisir à voir. Alors, je rappelle, Jean-Charles, que vous êtes directeur du développement pour la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Quelle est l'importance pour vous concernant le monde des startups en Occitanie ? Nous sommes une terre d'innovation mondialement reconnue. Alors, à la Caisse d'épargne, c'est pour nous une évidence que d'être présent sur ce marché, parce que l'innovation, c'est le progrès, c'est ce qui, et c'est la conviction que nous avons, c'est les emplois de demain, c'est la croissance, c'est vraiment ce qui fait que le Languedoc-Roussillon continuera à rayonner comme il a pu le faire auparavant. Et en définitive, accompagner l'innovation à la Caisse d'épargne, c'est jouer notre rôle, je dirais, de banque territoriale au service du développement et au service des Languedociens. Donc, c'est pour nous vraiment une évidence. Alors, on ne connaît pas encore le vainqueur. Néanmoins, quel message souhaiteriez-vous lui adresser ? Il y a déjà eu des beaux messages de donnés par notamment la présidente du jury. Je pense qu'il faut que les vainqueurs retiennent ce qui a été dit, voir grand, être accompagné. Moi, je rajouterais peut-être garder cette belle énergie, parce qu'on voit, il y a vraiment une envie de créer et d'avancer. Ça, c'est vraiment génial. Et conserver également cette envie d'être au service et d'améliorer la société. On a tous été très secoués par la crise sanitaire et moi je pense que l'innovation, et nous pensons que l'innovation dans le domaine de la santé, ça deviendra de plus en plus important. C'est quand même une vraie chance de pouvoir y contribuer. Pourquoi c'est important pour la Caisse d'épargne d'être mécène officielle de ce Grand Prix ? La Caisse d'épargne, on est très fiers d'être partenaire de la Fondation déjà, avec laquelle on partage tant. Donc ça, c'est vraiment pour nous, quand on nous a présenté les projets il y a de ça quelques années, on ne s'est pas trop posé la question, on a dit on y va, on fonce. Là, on a vraiment osé, très clairement, mais c'était facile parce qu'on connaît bien la Fondation et c'est très proche de ce que l'on souhaite faire. C'est être partenaire de l'innovation, j'ai dit c'est très important pour nous. On est une banque qui existe depuis plus de 200 ans, une vieille entreprise, mais qui s'est transformée au fil des années pour être toujours une banque présente à l'écoute des clients. Et cette innovation, être dans ces trophées d'innovation, c'est aussi nous aérer, très clairement. C'est rester un peu dans le coup, c'est sentir ce qui va se passer au-delà d'accompagner les projets. Et moi, je remercie vraiment les porteurs de projets qu'on peut rencontrer dans les différents comités, dans l'écosystème, parce qu'ils nous tiennent éveillés, ils nous piquent, ils nous challengent, et ça nous apporte vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Charles d'être avec nous ce soir. Alors, on a une petite surprise. On a également un deuxième invité d'honneur pour cette catégorie. Je suis ravie d'accueillir Monsieur Pierre Lorient, qui a un parcours incroyable et inspirant. Bonsoir Pierre, vous êtes avec nous, je vous vois. Absolument, bonsoir. Merci beaucoup de vos invitations. Alors, Pierre, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes président bénévole de l'association AMI FSH qui lutte contre cette maladie musculaire génétique rare, évolutive et incurable. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir.
Vous êtes en parallèle en train de lancer la Fondation Dux, qui va être abritée par la Fondation Saint-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Du coup, merci parce que je vais pouvoir raconter ma vie pendant 40 secondes. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 40 ans, j'ai une super famille et accessoirement, j'ai 30 ans de myopathie derrière moi. Et cela m'a valu de présider l'association nationale Amis FSH. Et au sein de cette grande famille, on a fait 1 million de choses. On a financé la recherche, on a accompagné les malades. On a essayé de kiffer avec les malades parce que c'est une composante qui est hyper intéressante. Et surtout, on a identifié peu à peu un sacré trou dans la raquette. Ce sont les cas infantiles. Et en fait, dans notre myopathie, qui est très rare, on a un pourcentage non négligeable d'enfants qui souffrent de cette maladie. Et en fait, ce sont les cas de loin les plus sévères. Et cette association a tenté de faire des choses pour les enfants, mais c'était compliqué parce que c'était compliqué d'assumer pleinement tous les profils et puis la segmentation en médecine, c'était pas évident. Du coup, on n'a pas tergiversé. On a rencontré Saint-Pierre, on est tombé amoureux de Saint-Pierre. En fait, on s'est rapprochés, on a bien discuté, on a bien coproduit toute cette affaire. Et depuis quelques semaines, moi, j'ai passé le flambeau à un super nouveau président chez Amis FSH. Et puis, la France entière dispose d'une nouvelle fondation abritée par Saint-Pierre et dont l'objet unique et inconditionnel est de s'occuper des enfants atteints de myopathie FSH. Cette fondation s'appelle DUX, en référence au gène DUX4 qui met la pagaille dans nos muscles. Et cette fondation, j'ai le plaisir de la présider. Alors, vous connaissez bien, de par votre parcours, le monde de l'innovation et des startups. Quels sont pour vous les éléments de succès, les facteurs clés de réussite pour une startup, en résumé ? Alors, effectivement, j'ai une carrière professionnelle dans le monde de l'entreprise qui m'a permis de découvrir ces jeunes talents. Et puis, accessoirement, dans l'association et la fondation, on est en train de structurer une start-up autour d'une innovation qui se situe à l'INSERM de Montpellier, d'ailleurs. Et moi, j'aurais deux choses à dire aux start-upers. C'est déjà, liberté totale, quoi. Liberté de faire, liberté d'entreprendre, de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. On le voit aujourd'hui avec la multitude d'informations, avec la crise. On est dans un véritable monde de cow-boys et d'Indiens. Il y a les pour, il y a les contre, et il n'y a pas le droit d'être au milieu. Donc, moi, je dirais aux start-upers, faut avoir la liberté de rencontrer qui on veut, de leur dire qui on veut, et de faire sa vie d'entrepreneur comme ça. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire aux start-upers, et notamment à ceux qui ont candidaté, c'est ayez la conscience de la vocation technique et matérielle que vous avez, mais aussi ayez conscience de la vocation sociale et inclusive de votre action auprès de vos clients et utilisateurs. Autrement dit, ayez en tête que vos usagers, les enfants, vous allez leur rendre l'acquisition ou la réacquisition d'une capacité de marcher, de rouler, de voir, d'entendre, de communiquer, d'avoir des orthèses également, mais vous allez aussi les aider à se sentir capables de faire, à se sentir capables de vouloir faire quelque chose dans leur vie, dans leur amour, dans leur sport, dans l'art. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces différences, elles induisent naturellement les incapacités psychologiques chez les enfants. Et vraiment, tous ceux qui ont candidaté, vous agissez directement pour ce bien-être global et vous devez en être fiers. Et cette étape vous conduira, je pense, sans hésitation à la réussite et aux multiples réussites. Si vous deviez ce soir partager un mot aux parents, mais peut-être surtout aux enfants qui seraient atteints d'un handicap, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Alors là, du coup, je vais être tout sauf innovant parce que je vais dire également oser. Parce que oser d'être un enfant aidé, mais oser être un enfant normal et s'affranchir avec de l'aide de toutes les incapacités que génère directement et indirectement le handicap et la discrimination. Et oser ce que l'on ne sait pas impossible, aller à l'encontre de ça. Et vous savez, notre fondation Dux, elle n'a que quelques jours, quelques semaines, mais pour autant, elle a une forte contrainte d'activité. C'est ne rien faire sans avoir collecté précisément les besoins des enfants et des parents. Et j'aimerais vraiment dire aux gens qui nous écoutent et au nom des parents que je consulte, qu'on avance beaucoup mieux quand on a l'impression d'être normal. Aidé, mais normal. Je vais vous demander un exemple d'audace. Est-ce que vous pouvez nous partager un ?
Oui, bah, vous avez montré une photo à l'introduction qui était très symbolique pour moi. Alors, c'est pas une réelle audace, mais en fait, il y a 2 ans, on a eu une idée un peu sans ambition réelle. On s'est dit, tiens, nous, on n'est pas capable de faire ça, alors on va essayer de le faire. On n'est pas capable d'atteindre un sommet parce qu'on n'a pas de jambes, parce qu'on n'a pas de bras, parce qu'on a du mal à faire quelques pas. Donc, on va essayer d'atteindre le Mont Truc en Savoie qui culmine à 1600 mètres. Et puis, on a fait ça assez naturellement. On se doutait pas, enfin, on n'écoutait pas les gens autour de nous qui nous disaient que ça allait être dur, que ça allait être dur, etc. Et en fait, le jour J, vraiment, on a pensé qu'on n'y arriverait jamais. Mais vraiment jamais, c'était très dur. Les gens qu'on avait rassemblés autour de nous, on leur avait dit qu'on allait s'amuser et pas qu'on allait se surpasser. Et finalement, et collectivement, et inclusivement, on a réussi. Et là, on a capté des émotions incroyables et des qualités qu'on n'imaginait pas du tout. Et en fait, c'était ça mon truc. Et en fait, c'était ça le truc. C'est se doter de moyens implicites, d'avoir ces réflexes classiques de c'est possible, j'ai le droit de créer, j'ai le droit d'être libre et surtout penser et surtout ne pas savoir que c'est impossible ou que c'est injouable ou que c'est méga difficile. On s'en souvient plus, on était... D'accord. Juste un mot pour terminer, c'est on était une quinzaine, on était 3 myopathes adultes mais qu'un infantile, et je peux vous dire que la prochaine fois, on fera ça avec 3 enfants et avec la Fondation Dux. Vous le partagerez pour nous, j'espère. Absolument. On a hâte de voir. Merci beaucoup Pierre pour nous avoir partagé tout ça. Avec plaisir, merci beaucoup, merci à vous. Alors, on va découvrir dans un instant le vainqueur de la dernière catégorie. Je rappelle qu'il s'agit de 70 000 € sur 2 ans pour ce prix talent, mais aussi d'un accompagnement de la part de la Fondation Saint-Pierre avec des mises en contact dans le monde médical, mais également scientifique. Un vrai réseau d'opportunités. Donc, juste avant de découvrir qui est notre vainqueur, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Geneviève. Geneviève, où êtes-vous? Alors, je voulais vous poser quelques questions sur cette catégorie talent. À quel objectif répond-elle? Dans cette catégorie, c'est particulier. Le projet est déjà avancé. Le prototype est construit et il fonctionne. C'est le moment des essais cliniques qui doivent commencer et il faut qu'ils soient extrêmement sérieux. Et ils exigent une collaboration importante entre l'enfant, les thérapeutes, les statisticiens, les parents. Puis viennent, après ces essais cliniques, viennent des phases décisives, pas toujours faciles à vivre. La phase du business plan, l'industrialisation, la communication et les démarches administratives, marquage CE, marquage ISO, brevet, reconnaissance par la sécurité sociale, etc. C'est une phase très ardue, c'est une phase très risquée sur le plan financier. Et le maître mot de cette phase, c'est ténacité. Et le Grand Prix, il est présent auprès des développeurs. Vous, qui êtes la présidente du Grand Prix et de cette catégorie, est-ce que vous avez du mal à choisir un gagnant, un finaliste? Du mal à choisir entre tous les candidats? Bien sûr. Oui. Bien sûr, et jusqu'à la dernière minute, parce que tous ces projets répondent à des besoins réels, et c'était ça notre but, hein, c'était surtout de sélectionner des projets qui répondent à quelque chose de concret, et je dois dire que tous ces projets étaient de grande qualité. C'est pour ça qu'ils étaient passionnants. Quels ont été vos critères discriminants, si je peux le dire en ces termes, pour retenir un projet plutôt qu'un autre? Alors, dans cette catégorie talent, je vais vous les énumérer sans plus de commentaires parce qu'on en a déjà entendu beaucoup parler, mais je vais vous dire les 5 principaux. Outils numériques, caractère concret, caractère ludique, destiné aux enfants eux-mêmes, pas seulement les thérapeutes, hein, les médecins, mais aux enfants eux-mêmes pour leur autonomie. Et puis cette année, nous avons aussi particulièrement évalué
la solidité de la structure et de l'équipe. Alors peut-être pour ceux qui ont du mal à imaginer l'intérêt d'un tel prix, que représente concrètement 70 000 € pour une start-up? 70 000 €, c'est beaucoup et c'est pas assez. 70 000 €, par exemple, c'est une année de collaboration avec un ingénieur ou un informaticien, mais pas les deux. Ou bien c'est la formation et l'encadrement d'une dizaine, une douzaine de commerciaux formateurs qui vont partir sur le terrain. Ou bien c'est l'achat de matériel nécessaire pour passer du prototype au produit fini. C'est aussi le prix d'une étude clinique randomisée pluricentrique avec l'analyse des données et le calcul final de l'utilité du produit. Tout ça mobilise beaucoup de personnes et donc ça coûte cher. Et c'est enfin, parce qu'il faut bien manger, permettre à toute l'équipe de vivre au quotidien avant que le produit soit rentable, avant que le projet devienne rentable financièrement. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec 70 000 €, mais c'est où. D'accord, merci beaucoup pour ce partage. Il est temps à présent de découvrir le nom du vainqueur de la catégorie talent. Mais alors juste avant cela, une petite surprise. Je vous laisse découvrir une vidéo qui concerne les finalistes des 3 catégories. Je la refais juste. Sur la vie de famille. Pas exactement comme ça, mais on recommencera. Là, c'était lié en fait. Voilà, désolé. Non, mais je l'ai mon mot. Allez. Un réel impact sur la rééducation des enfants. C'est-à-dire que, ok, intérêt. C'est intérêt. C'est 3, c'est ça? Ou 4? Je vérifie. Question 4. Si nous gagnons le. C'est tellement dur. Notre mission, c'est d'aider les enfants exceptionnels à vivre des... Je recommence. J'ai une hémiparésie. Oh non. On recommence. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Au moins, vous n'aviez pas le lien Zoom, Alexandra. Oui, Alexia. Alexia, pardon. Donc ce jour-là, en fait, je lui ai promis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, que j'utiliserai tous les moyens possibles et imaginables pour qu'il puisse être autonome plus tard. Et les mots, ça sera disruptif. 10 000. Chaque année, 10 000 enfants aveugles ou très malvoyants vont à l'école en France. Je crois qu'on n'a rien à refaire. Non, c'est vrai. Oui, franchement, alors là... J'ai un peu vu quand j'ai dit réponse, si vous voulez, on peut les refaire. Je vais demander à Jean-Charles, s'il est toujours avec nous, Est-ce que Jean-Charles est toujours avec nous? Oui, bien sûr. Bien sûr, Je vais bien vous sûr. demander de m'aider à dévoiler le nom du vainqueur de cette dernière catégorie en musique, tant qu'à faire. Alors, Voilà. Jean-Charles, c'est à vous de jouer. Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir d'annoncer que le vainqueur du prix Talent est le projet Watch Health. Bravo à eux. Oh Bravo. Alors, on va entendre dans un instant Estelle, mais juste avant, je vous propose de découvrir en images son projet. L'ordinateur, c'est fini. Je vais aux toilettes. Je mets le pyjama. Les as-tu mis dans la corbeille?
Un paquet. Trois paquets. La composition? Oui. Un, deux, trois. La ratatouille. À la catalane. Bon, bravo à vous Estelle pour ce projet incroyable. Bravo. Je crois qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Vraiment. Tels tous les projets d'une genèse, quel est le point de départ de Watch-Help? Alors, en fait, donc ça a commencé, c'était en 2015. Alan donc avait 10 ans, il rentrait dans l'adolescence et en fait, il avait pris conscience de sa différence, de son handicap et il ne le vivait pas forcément bien. Et du coup, en fait, il n'y avait pas quasiment rien de spontané chez Alan, il n'y avait pas de prise d'initiative de sa part. Et donc, je devais être constamment derrière lui à lui répéter sans cesse ce qu'il devait faire. Et voilà, et Alan ayant pris conscience de sa différence, il le vivait particulièrement mal. Et puis parce qu'en plus, à côté de ça, mais il avait vraiment cette envie de vouloir faire les choses tout seul, de vouloir être comme tout le monde. Mais voilà, il se rendait compte qu'il n'en avait pas encore les capacités. Donc voilà, donc je me suis dit, il faut absolument que je l'aide, il faut que je trouve, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve un système qui le guide dans toutes les tâches du quotidien, sans que je sois constamment derrière lui. Voilà. Et donc, c'est parti de ce constat-là, c'est parti comme ça. Et donc, j'ai réfléchi et d'un seul coup, je me suis dit, mais la montre connectée, en fait, serait vraiment l'outil idéal. Alors, on sait qu'un projet comme celui-ci demande beaucoup d'énergie. Quel stade du projet vous a demandé le plus de persévérance et d'audace? Alors, je dirais que c'est surtout, on va dire, cette nouvelle version là qu'on a déployée récemment en août. Parce qu'en fait, on a beaucoup appris en fait depuis 2015, depuis qu'on travaille sur ce projet. On a eu beaucoup de retours de famille. Et voilà, donc cette nouvelle version, il y a beaucoup de nouvelles fonctions. On a rajouté tout l'aspect sécurité qui était très important pour les familles, de pouvoir géolocaliser leurs proches, etc. Donc voilà, c'est cette nouvelle version qui nous a demandé vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, voilà, c'est une belle application qui est aboutie. Et avec toute l'équipe, on est vraiment, vraiment ravis. Oui. Si vous vous projetez avec ce projet, où est-ce que vous aimeriez emmener ce projet dans 5 ans? Alors, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, j'aimerais qu'il profite vraiment au plus grand nombre. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'on y a autant travaillé, c'est pour ça qu'on a déployé, parce qu'en fait, cette application elle ne sert pas qu'aux personnes autistes, c'est pour voilà, tous les enfants, toutes les personnes atteintes de troubles cognitifs, donc le public concerné est très large. Donc nous, voilà, le but, c'est qu'elle apporte un maximum d'autonomie à un maximum de personnes, et c'est pour ça qu'on avait aussi besoin de moyens financiers pour la faire connaître à un maximum de professionnels et un maximum de particuliers, voilà, pour que tout le monde puisse y accéder. Et pour finir, rapidement, votre anecdote, votre souvenir qui retrace le mieux l'audace, au-delà de votre projet, qui est encore une fois un merveilleux exemple d'audace. Alors, on va dire, un jour, je suis montée en haut d'une grue en 2014. C'est pas mal. Oui, pour défendre, en fait, mon fils était sur le point d'être déscolarisé. Et pour empêcher ça, en fait, je suis montée en haut d'une grue pour dénoncer ce scandale et pour qu'il ait le droit d'aller à l'école. Et voilà, donc j'ai osé monter en haut d'une grue pour qu'il puisse être scolarisé comme tous les enfants. Merci de ce partage. Je pense qu'Alan sait qu'il a une maman incroyable et audacieuse. Merci beaucoup. Merci Estelle. J'en profite également pour vous dire à tous, n'hésitez pas à partager vos idées, vos contacts pour soutenir le projet d'Estelle. Alors juste avant de laisser la parole à Hervé Durand, président de la Fondation, et également à François Frézoul, vice-président, il est temps pour moi de rendre le micro et la caméra. Je tenais simplement à vous dire que c'est un honneur pour moi d'avoir animé cette seconde édition du Grand Prix de l'innovation.
et que je suis profondément admirative de tout le travail réalisé par la Fondation Saint-Pierre, mais également par l'ensemble des personnes qui s'engagent à ses côtés, et particulièrement admirative ce soir de l'ensemble des lauréats. Bravo à vous. Si je peux me permettre, soyez toujours audacieux, le monde a besoin d'audace. Merci beaucoup à vous, et Hervé, François, c'est à vous. Merci Caroline. Je me tourne vers François si il me rejoint sur l'écran et sur son micro ouvert. François. Alors, écoutez, oui. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a tout dit, François? On a à peu près tout dit. On ne remerciera jamais assez, tout d'abord, tous ces innovateurs, tous ces chercheurs, qu'ils soient lauréats ou pas. D'abord, un immense merci pour leur travail, pour leur audace, et un grand bravo parce que voilà, vous faites avancer les choses et c'est exceptionnel. Bien sûr, merci à Jean-Charles et à la Caisse d'épargne parce que à chaque fois, nous nous retrouvons autour de ce Grand Prix, autour de valeurs que nous avons en commun et comme Jean-Charles l'a indiqué, engagement, innovation pour l'enfant. Merci à la Caisse d'épargne. C'est effectivement ce partage de valeurs qui rend notre quotidien encore plus passionnant. Et puis, bien évidemment, je voudrais dire un immense merci à Geneviève. Je voudrais te dire, Geneviève, que tu as été une présidente de jury exceptionnelle pour moi. D'abord parce que tu es émouvante, parce que tu as été lumineuse et que tu as été d'une rigueur exemplaire. Alors, en te remerciant toi, évidemment, je tiens à remercier les 9 jurys qui t'ont entouré, qui représentaient un concentré de talent, d'expertise et d'expérience. Donc, bravo. Et puis, il y en a une pour qui la fin de cette émission va être une libération, donc j'ai une pensée pour elle. C'est Marianne Sport, la déléguée générale de la Fondation. Merci, Marianne, parce qu'il fallait oser. Il fallait oser passer de 1000 personnes réunies à l'Opéra Comédie de Montpellier à quelque chose de virtuel où rien n'est écrit d'avance. Enfin, c'est une aventure, c'est un outil qu'il nous faut maîtriser et probablement qu'on rira de cette édition quand on sera devenu des professionnels aguerris et avisés avec des technologies qui, bien sûr, vont évoluer. Covid oblige. Alors, merci Marianne, merci tout particulièrement à Marine et Mathieu qui ont vraiment mouillé le maillot à vos côtés. Et puis, bon, bien sûr, Caroline, bravo, parce que ce n'était pas évident, hein, Caroline et Eric, vous avez conduit ce Grand Prix à la fois par le verbe et puis par l'image, et c'était très sympa. Donc, on espère avoir quelques exemplaires à reconsulter de tous ces dessins. Voilà. Et puis, derrière un tel événement, il y a beaucoup de techniques. Et on retrouve la patte de Dan et Audrey. On retrouve aussi l'écriture d'Anne-Laure. Et puis, il y a Élodie, Nathalie, Émilie, Candice également. Vous voyez que la parité homme-femme est à l'avantage de ces dames. Et c'est pour ça que je penserai également à dire bravo au binôme Jean-Baptiste et Félix, parce qu'eux aussi ont apporté leur contribution. Alors, ce que je voudrais dire en conclusion, pour ne pas être trop long, je dirais qu'à l'heure où nous sommes invités tous au quotidien à regarder notre nombril pour s'assurer qu'il n'a pas le Covid, eh bien, moi, je vous propose ce soir une autre version. Je vous propose un autre horizon que nos nombrils. Et cet horizon, c'est la Fondation. Et je vous promets que la Fondation, elle fait vraiment figure d'horizon. Alors, c'est un horizon qui est fait d'audace, d'espérance, et souvent de petites et grandes victoires où on voit des enfants évoluer, se redresser, repartir. Et tout ça, c'est vraiment, je pense, une alternative crédible au Prozac qui peut nous guetter les uns ou les autres dans ces temps un peu compliqués. Alors, je n'aurai qu'une proposition à vous faire, c'est venez partager cet horizon. Venez partager cet horizon que constitue la Fondation. Et on vous attend avec vos ressources, on vous attend avec vos talents, on vous attend avec vos idées, on vous attend avec vos réseaux, parce que c'est tout ça qui fait le succès de la Fondation. Et ici, on peut être
donateurs, bénévoles, experts. On peut être équipier dans les 24 heures Saint-Pierre, on peut courir, on peut tout faire pour contribuer à cette formidable histoire qui est l'histoire de la Fondation face aux enfants. Voilà, alors si vous voulez en savoir plus, comme je ne vais pas occuper l'antenne trop longtemps, je vous dirais allez juste sur fondationsaintpierre.org. Vous y trouverez tous les horizons possibles et je suis certain que chacun d'entre vous individuellement avez votre place dans cet horizon merveilleux. Voilà, alors on vous attend et on ne sera pas trop de tous pour partager cet horizon et bien sûr en espérant un meilleur pour tous ces enfants. Voilà, alors Hervé, j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, merci à tous, ce que vous avez fait est formidable et continuons, lâchons rien. Hein. Bien, quittons-nous peut-être suivant les images sur le signe de la Fondation que les 24 heures portent très souvent, à savoir celui-ci. Si je suis suivi par les images. Et merci à tous et à tous ceux qui sont encore avec nous. Un grand, grand merci. Et dans 2 ans, on sera sûrement en live. Merci. Bravo à tous. Bravo. Bravo à tous. Bravo à tous. Merci pour ce bon moment. Merci.